Bonjour. L'on reparle d'une maladie qui ne dit pas facilement son nom, le choléra. Dans le monde, depuis le début de l'année, pour 6 mois, 65 000 cas et 10 000 décès dans le monde. En Espagne, hier, on apprenait que pour la région de Saragosse, il y avait eu 7 décès à la suite d'une mystérieuse gastro-entérite estivale. Et l'on prenait dans cette région les précautions d'usage, on vaccinait en masse, comme quand se déclenche une épidémie de choléra. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas inquiéter outre mesure les touristes qui sont en Espagne ou qui sont désireux de s'y rendre, mais il ne faut pas non plus leur cacher ce que l'on pressent, car ce serait criminel. Tout de même, le choléra, un cas de choléra à Paris, en France, ce n'est rien du tout. Mais à l'extrême, au centre de l'Afrique, c'est 1 personne sur 2 qui en meurt si elle n'est pas soignée, c'est 1 sur 10 qui en meurt si le traitement était possible et si elle a été traitée. Dans les zones intermédiaires, il faut prendre toutes les précautions possibles, il faut interdire la propagation de la maladie, il ne faut négliger aucune précaution en ce qui concerne l'alimentation quotidienne. Version officielle espagnole à la télévision hier soir, le docteur Garcia Orcoyen, responsable de la santé dans le pays, très rassurant. Il y a une augmentation des cas d'entérite estivale dans la région d'Ijalon, près de Saragossa. Nous avons trouvé des motifs pour commencer une étude épidémiologique et aussi l'isolement d'hygiène pour connaître bien l'origine du processus. En même temps, nous avons pris toutes les mesures prophylactiques dans la région affectée très petite et dans toutes les provinces de Saragossa. Et nous croyons que c'est un problème très localisé et que dans un bref délai, nous serons libres de tous les cas. Dans la plupart, ils sont d'entérite banale. Et les autres, les suspectés, nous connaîtrons bien sûr l'étiologie dans les prochains jours. Pas d'affolement, disent les autorités. Les touristes ne semblent d'ailleurs pas traumatisés en Espagne, mais il y a des doutes quant à cet optimisme officiel. À l'Institut Pasteur, Guy Sartoulet. Professeur Gallu, vous êtes responsable à l'Institut Pasteur du service cholérique. Professeur, une première question. Combien de temps faut-il pour détecter une épidémie de choléra en Espagne, par exemple? Oh, une épidémie de choléra se détecte en un temps relativement court. Il faut faire un diagnostic d'isolement du vibrio cholérique chez un malade. Il faut 24 à 36 heures. Alors pourquoi les services officiels espagnols mettent tant de temps pour donner leurs résultats? Je ne sais pas. Ils se sont peut-être trouvés en face de difficultés techniques pour faire un diagnostic du vibrio cholérique. Il est essentiel d'avoir un sérum anticolérique de diagnostic et ils n'avaient peut-être pas ce sérum. Alors ils ont été obligés de recourir à d'autres laboratoires. Ça peut être long. Ils sont quand même bien organisés. Pardon? Ils sont quand même bien organisés. Oh oui, l'Espagne est sûrement bien organisée au point de vue laboratoire, ils sont très bien équipés. Quelles sont les possibilités d'extension du choléra s'il y a choléra? Les possibilités d'extension dans un pays civilisé comme l'Espagne, ces possibilités sont nulles. Il peut y avoir évidemment quelques cas locaux et qui se contaminent, des gens qui se contaminent par proximité immédiate, mais à distance, le choléra ne doit pas se propager. Faut-il que les estivants se fassent vacciner? Je ne crois pas que les estivants aient besoin de se faire vacciner. Il est évident que si ces estivants se proposent d'aller dans le village où ces cas se seraient produits, il vaudrait mieux qu'ils soient vaccinés, mais enfin, en prenant des précautions élémentaires, ne pas boire d'eau dont on n'est pas absolument sûr, c'est-à-dire faire stériliser l'eau ou boire de l'eau contenue dans des bouteilles capsulées, ne pas manger de légumes crus, ne pas manger de fruits crus. Et dans ces conditions, les risques d'infection sont absolument négligeables. Merci. En zone suspecte, d'ailleurs, les médecins vous diront éventuellement, et on ne vous le souhaite pas, comment renforcer votre protection en prenant antibiotiques ou sulfamides. On ne parle pas de la France, il n'y a pas de contagion signalée.
Difficulté d'un autre ordre en Italie, la mer est sale, beaucoup trop sale, la pollution des plages est alarmante. Nappes d'hydrocarbures, déversements d'égouts, toxicité bactériologique. 3 éléments qui viennent de faire interdire les baignades à Gênes, La Spezia, Naples et Pescara, tout au moins dans la plupart des plages utilisées d'habitude. À Naples, par exemple, on enregistre chaque année 3000 cas de typhoïde et d'hépatite virale, dus pour une grande part à la pollution. Un projet d'épuration des eaux est à l'étude, mais en attendant, mesures conservatoires prises, baignade interdite, difficile à faire respecter car il fait chaud dans la péninsule. Il fait entre 25 et 30 degrés sur les plages que nous avons citées à l'instant. Chaleur du même ordre au Maroc, et là, après l'effervescence politique due au putsch manqué, retour à ce que l'on pourrait appeler le tourisme ordinaire. Ici, Rabat, les rues de la capitale et l'afflux des touristes. C'est tout juste si l'on note que l'ambassadeur de Libye vient de quitter son poste après la rupture des relations diplomatiques entre la Libye et le Maroc, du fait du soutien, à tout le moins oral, apporté par le colonel Kadhafi aux putschistes. La Médina, la ville ancienne de Rabat. Et tout de même, à proximité, les camps militaires. Nous parlions de la Libye, une parenthèse, après l'écrasement par le roi Hussein des fédayines palestiniens, après le coup d'État au Soudan, une nouvelle aventure assez rocambolesque semble prouver que le monde arabe est en pleine effervescence. Un avion de la compagnie anglaise BOAC, transportant le nouveau chef du Conseil de la révolution soudanaise, M. Babikr El-Nour, a été obligé ce matin de se poser à Benghazi, en Libye. Cet appareil était parti de Londres pour Khartoum, capitale du Soudan. D'après le pilote, c'est à la demande instante des autorités libyennes que l'appareil a fait cette escale imprévue. En fait, il semble que l'appareil ait été contraint d'atterrir, escorté par des chasseurs libyens. Plusieurs témoignages reçus tout récemment convergent en ce sens. À bord donc M. El-Nour, qui était accompagné d'un autre membre du Conseil de la Révolution. Tous deux sont descendus de l'appareil avec leurs bagages. On ne connaît pas l'attitude des autorités libyennes à l'égard de ces deux passagers de marque, mais on retiendra que Noumeiri, président soudanais déchu, renversé par El-Nour, était très proche de Kadhafi, le Libyen. Par ailleurs, à Khartoum, depuis ce matin, des manifestations se succèdent devant les ambassades de Libye, de Syrie et d'Égypte, et on dit aux dernières nouvelles que ces ambassades sont encerclées par la troupe. Autre événement dont on ignore encore les causes, un avion irakien vient d'exploser en vol à quelques kilomètres de Djeddah, en Arabie saoudite. À bord de cet avion se trouvaient 3 personnalités irakiennes, dont un membre du commandement interarabe. Ces 3 personnalités se rendaient où? Eh bien, au Soudan, pour apporter leur soutien au nouveau gouvernement de Khartoum, un nouveau gouvernement qui connaît décidément des débuts mouvementés et, pour l'instant, on doit le dire, assez mystérieux. Les informations que l'on dit générales, des morts par dizaines en ce mois de juillet sur les routes et par chemin de fer aussi. Beaucoup de dépêches reçues depuis 24 heures pourraient pratiquement porter un crêpe de deuil. Les caractéristiques des accidents de la route cet été semblent en tout cas être le nombre élevé des victimes dans la plupart des chocs. Un exemple pris dans les dépêches relatant les accidents de ce matin, 5 morts et 4 blessés graves dans une collision sur la route nationale 77 dans l'Yonne. Et puis aussi une suite d'accidents de train. Le dernier en date s'est produit ce matin. Un convoi d'ouvriers italiens allant travailler en Suisse a déraillé, et cela sous le tunnel du Simplon, à égale distance des 2 gares frontières entre l'Italie et la Suisse, Iselle et Brigue. Il y a eu, dans cet accident, 5 morts et 24 blessés. Hier, rappelons-le, c'est le Swiss Express qui a déraillé entre Bâle et Fribourg. La locomotive et 12 wagons du train sont sortis des rails. Les morts, 25, les blessés, 122. Classique de l'été, le feu, les feux de forêt. En Corse, flammes, retour de flammes. Où en est-on au juste? Bien sûr, et fort heureusement, il n'y a pas eu de mort. Bien sûr, il reste encore des pinèdes, même dans les zones touchées par l'incendie.
Et puis il y a le soleil, il y a la mer, les touristes reviennent. Dans quelques jours, on risque d'avoir oublié l'incendie qui vient de ravager une partie de la Corse. On risque surtout d'avoir oublié les leçons qu'il fallait en tirer. Il serait quand même dramatique, inadmissible qu'il faille attendre une véritable catastrophe, un véritable drame pour tirer ces leçons. Or, la première de ces leçons, c'est sans doute la faiblesse des moyens de télécommunication. Il suffit que le feu coupe le téléphone pour que dans ce pays accidenté, des villages, des campings, des maisons se trouvent isolés. Quels que soient alors les efforts des gendarmes, sans doute trop peu nombreux, il est difficile d'organiser les secours. Et puis les liaisons entre les gendarmes, les municipalités, les Canadaires se font mal. C'est la première leçon à tirer. Si on veut éviter des drames, il faut organiser ici en Corse un dispositif sérieux, efficace de télécommunication. On reproche par exemple de ne pas avoir appelé plus vite les Canadaires en renfort de Marseille ou bien de ne pas avoir peut-être plus massivement mobilisé la Légion qui se trouve en Corse ou les troupes. Donc je pense que là, c'est une injustice. Il est certain que le démarrage des secours... D'abord, il est certain qu'il n'y a pas d'incendie si on peut rassembler sur un feu 200 personnes et 2 Canadaires dans les 10 minutes qui suivent. Or, il se trouve qu'effectivement, ça ne nous est pas possible. Mais en ce qui concerne le feu actuel, dès le démarrage de l'incendie, dès qu'on a eu connaissance du démarrage de l'incendie, on a tout de suite fait venir les 3 centres de secours les plus voisins. Et dans l'après-midi même, on avait commencé des interventions de Canadair. Et au fur et à mesure du développement de l'incendie, on a employé finalement des moyens extrêmement importants et qui ne semblent même pas avoir été utilisés jusqu'ici en Corse. Alors à l'inverse, j'ai entendu dans la population des critiques. On reproche un peu parfois aux municipalités de ne pas avoir suffisamment prévu le risque du feu. Il est certain que pour les municipalités, elles disposent de ce qu'on appelle un centre de secours, c'est-à-dire un véhicule avec 8 ou 10 ou 12 pompiers qui sont tous des volontaires, qui ne sont pas payés pour faire ce travail, qui reçoivent des indemnités quand ils sont mobilisés. Et il est certain que dans un certain nombre de cas, les municipalités auraient du mal pour des déplacements lointains à recruter des gens chez elles pour les envoyer sur d'autres centres de secours. Et d'un autre côté, sur le plan local, on n'a pas pu comptabiliser, nous, exactement le nombre de volontaires qui se sont mis à la disposition des maires ou les propriétaires des maisons ou les propriétaires des champs ou les habitants des villages de vacances qui sont venus porter secours. Il est certain, ce qu'il faudrait sans doute, c'est, si c'était possible, que les maires puissent disposer d'un volant de volontaires recensés, prévus, auxquels ils pourraient faire appel et qu'on pourrait employer comme pompiers auxiliaires sans qu'ils soient catalogués sous cette forme. Mais je pense que c'est là qu'il faudra venir si on veut éviter, si on veut amener des interventions immédiates. Ainsi donc, aujourd'hui, dans la région, on se rejette mutuellement les responsabilités. Il y a plusieurs conclusions à en tirer. Il est certain qu'il faut un plan d'ensemble pour organiser la lutte contre le feu dans cette région. Il est certain aussi que doivent cesser ces oppositions entre les autorités locales et les autorités d'ensemble du département. Il faut à la fois que les municipalités fassent un effort, il faut aussi sans doute que les responsables comprennent qu'au niveau local, on est en mesure de les aider efficacement. Ce n'est que si tout le monde accepte de faire preuve de bonne volonté, de s'entendre et non plus de lutter, de se rejeter les responsabilités, qu'on pourra organiser ici comme partout un plan d'ensemble de lutte efficace contre le feu. Les scandales dans l'immobilier, M. Rive-Henry, député, inculpé dans l'affaire de la garantie foncière, mis en congé de son groupe, l'UDR, jusqu'à ce que la justice se prononce. Et puis, le Conseil des ministres entend hier, M. Pompidou, préciser que les poursuites seront menées à leur terme, quels que soient les impliqués, et qu'il faut renforcer les dispositions législatives concernant les incompatibilités pour les députés. Daniel Brem, il y avait déjà des textes précisant ces incompatibilités. Oui, il y a 18 articles et 11 pages du Code électoral que voici et qui figurent dans les textes qui régissent les pouvoirs publics. Eh bien, nous avons choisi, si vous voulez, 3 cas de fonctions qui sont interdites
aux parlementaires. Et parmi celles-ci, nous citerons celle de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, directeur général ou gérant dans des sociétés ayant entre autres exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit. Et il y a également une autre précision qui n'est pas moins intéressante. Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom et sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Enfin, le troisième exemple que nous avons choisi, un avocat inscrit au barreau ne peut, après son élection, accomplir aucun acte de sa profession dont les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées pour crime ou délit contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne. Exemples qui n'ont pas été choisis tout à fait au hasard. À ce propos, Daniel, les fonctions de M. Rive-Henry au sein de la garantie foncière, il faut vraiment les assimiler au premier de ces cas? Eh bien, je crois qu'effectivement, il y a des failles dans le texte parce que peut-on dire qu'une société de gestion, de gérance de biens immobiliers est considérée comme une société exclusivement financière? Ce n'est pas certain. Donc, effectivement, il faudra faire préciser les textes et peut-être aussi mieux les appliquer pour ceux qui existent. Alors, mieux les appliquer, y a-t-il des sanctions prévues si un député persiste à ne pas respecter cette règle d'incompatibilité? Il y a des sanctions prévues et elles sont prévues à l'article, je vais vous dire, elles sont prévues à l'article L151 de la loi organique et elles précisent du reste que le député sera démissionné d'office. Si, après une mise en garde... Oui, si le Conseil constitutionnel le décide sur requête soit du garde des Sceaux, soit du bureau de l'Assemblée nationale. Disposition qui donc devrait être, selon le président de la République, encore renforcée, d'après ce qu'il a dit hier au Conseil des ministres. Secteur social, la grève des houillères du bassin de Lorraine, l'arrêt de travail de 180-200 ouvriers du lavoir qui entraîne le blocage de production. Cet arrêt de travail, donc, se poursuit. Ce matin, les mineurs de la préparation mécanique du charbon ont en effet voté pour la poursuite de la grève déclenchée le 20 juillet. Ils réclament une révision de leur convention collective, de leur qualification. Cette grève a arrêté l'extraction. 5000 mineurs ont été mis en chômage. Voici la réaction de M. Moussu, secrétaire général des houillères, après une réunion avec les syndicats. 3h30, au cours de laquelle nous avons examiné au fond toutes les catégories et la classification de toutes les catégories concernées. Les échanges de vues ont été très complets et dans le cadre des négociations entamées pour la révision des conventions collectives, nous avons pu apporter des améliorations très sensibles sur certains points. Les propositions de la direction générale seront d'ailleurs confirmées par écrit aux syndicats, à qui il appartient bien entendu de prendre une position définitive. La seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'ils ont paru intéressés sur certains points, mais il n'est pas possible de faire de prévisions sur la position globale qui sera la leur à la suite de ces entretiens. En tant que représentant syndical CGT, qu'avez-vous obtenu? Nous avons discuté sur 13 emplois. Sur les 13 emplois, les représentants de la direction générale, ils ont lâché un peu de lest sur 5 emplois. Et dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas prendre une décision tout de suite sur le vif maintenant. Nous allons nous référer à nos organisations. Effectivement, une discussion en cours pour savoir où l'on peut aller dans cette grève. Ce dont on parle à la bourse, l'entrée de Dassault sur le marché financier avec la fusion Dassault-Breguet. Vidalange nous en parle. Oui, après la fusion de Nord Aviation et de Sud Aviation qui avait donné naissance à la Société nationale aérospatiale dans le secteur public, dans le secteur privé, les deux grands, Aviation Breguet et surtout Aviation Dassault, vont fusionner. C'est un peu la fille qui va absorber la mère, car Aviation Breguet était une filiale à 63% de Dassault, et c'est Breguet qui va absorber Dassault et qui permettra par ce biais à la société Dassault de faire son entrée à la bourse de Paris. Il sera échangé très exactement 23 actions Breguet pour 5 actions Dassault. Les actions Breguet ont fortement monté depuis quelque temps car on subodorait cette fusion. Les actions valent 294 francs. On peut dire que avec la fusion, un très grand groupe va faire son apparition à la bourse de Paris car le poids
de Dassault Breguet représentera environ 2 milliards de francs, 200 milliards d'anciens francs, et d'emblée, la nouvelle société va se situer au 7e ou 8e rang des entreprises cotées à la Bourse de Paris, pratiquement presque au même niveau que la financière de Paris, par exemple, et avant l'Air Liquide. C'est un groupe qui réalise un chiffre d'affaires de 1,7 milliard et qui, en 1973, annonce un chiffre d'affaires, compte tenu des commandes en carnet, de 2,5 milliards, dont les 2 tiers réalisés à l'exportation. Donc, une nouvelle très importante pour la bourse, qui aujourd'hui est assez bien disposée grâce au pétrole. Il y a un tiercé gagnant, si je puis dire, dans l'ordre avec la Française des pétroles en hausse, les pétroles d'Aquitaine et Esso Standard. L'autre événement, c'est la hausse de l'or, du lingot. Je vous en avais parlé déjà depuis lundi. Eh bien, cela continue. 7 395 francs aujourd'hui sur le lingot, soit 70 francs de mieux sur hier, tandis que le Napoléon vaut 62 francs 10. Les mines d'or également ont emboîté le pas. À vous, Jean Lanzy. Merci, à tout à l'heure pour les cours. Gérard Vidalange, maintenant avec Patrick Chapuis, la page sportive, en tête de laquelle se détachent 3 noms. Nestor Combin, le footballeur, Novella Calligaris, une nageuse qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, et Roger Bambuc, l'athlète. Oui, Nestor Combin, parce que vous savez qu'on se pose toujours la question de savoir si ce joueur va jouer ou non la saison prochaine à Metz. Nestor Combin, c'est ce joueur franco-argentin qui a été 8 fois international dans l'équipe de France et qui, depuis plusieurs saisons, jouait en Italie. Il avait été acheté 400 millions de livres par l'équipe de Milan, mais aujourd'hui Milan veut céder Combin, ce Combin qui a 31 ans et qui serait cédé à Metz, mais il semble que Combin ne soit pas tout à fait d'accord, surtout sur le climat. En tout cas, une rencontre est prévue aujourd'hui et demain avec M. Molinari, le président de Metz. En Italie, cette jeune nageuse fait évidemment beaucoup parler d'elle, elle s'appelle Novella Calligaris, et hier, à Bolzano, dans le trophée des 7 collines, elle a amélioré son propre record d'Europe du 800 mètres, 9 minutes 20 secondes 9 dixièmes, soit 3 dixièmes de moins que son record précédent qui datait du 5 juillet. C'est le 4e record d'Europe que cette jeune nageuse améliore en 15 jours. Retenez bien ce nom, Novella Calligaris. Athlétisme, les championnats de France vont commencer à Colombes demain, très exactement à 16h30. Une épreuve reine, le 100 mètres. Et dans ce 100 mètres, Roger Bambuc. Roger Bambuc, qui était le meilleur sprinter européen pendant 3 ans, qui s'est retiré depuis, qui revient maintenant, mais avec quelques ennuis de santé. Il souffre de crise d'asthme. En tout cas, hier, à l'entraînement, Alain Bilouin l'a rencontré. Roger Bambuc. Roger Bambuc, vous avez été double finaliste des Jeux Olympiques à Mexico en 68. Et puis, après Mexico, vous avez décidé de renoncer momentanément à la compétition. Vous revenez maintenant, mais cela ne se passe pas sans difficulté, je crois. Oui, effectivement, l'année dernière, j'ai annoncé mon retour à la compétition. J'ai eu des pépins l'année dernière. J'ai quand même terminé tant bien que mal la saison en réalisant 10-2 et 21 secondes au 200. Cette année-ci, j'ai recommencé la saison sur des bases excellentes, mais malheureusement, j'ai eu des pépins de santé, si bien que je ne peux pas prétendre actuellement jouer, tout au moins dans les semaines à venir, un rôle important sur le plan national. Pourtant, vous allez disputer les championnats de France. Sur quelle distance vous alignez? Sur 100 mètres et 200 mètres? Je vais disputer les championnats de France dans le but essentiel d'arriver en finale. Je vais participer uniquement aux 100 mètres. Si je suis qualifié pour la finale, je vais vraisemblablement courir les séries du 200 mètres seulement dans le but de voir si je suis bien du point de vue résistance. Pensez-vous que vos chances de disputer les championnats d'Europe d'Helsinki soient maintenant compromises? Même si je réalisais 10-3 qui constitue le minimum pour les championnats d'Europe, je crois qu'il y a des athlètes qui courent le 100 mètres actuellement et qui me battront très certainement dans la finale. Donc, disons que mes chances elles sont excessivement minimes. Je crois qu'ils sont nombreux les jeunes qui, en France, veulent devenir comédiens et qui, dans leurs années à venir, vont devoir affronter 2 ordres de problèmes, l'enseignement et puis aussi les débouchés. L'enseignement, c'est ce dont nous traiterons aujourd'hui. 2 hommes viennent d'en souligner la faiblesse. D'une part, Pierre-Aimé Touchard, directeur du Conservatoire de Paris, il a décidé la création d'ateliers à l'intérieur du Conservatoire pour essayer véritablement de donner à ses élèves une formation qui corresponde
au nouveau théâtre. Autre homme, Robert Hossein, qui va ouvrir une école à Reims où il prend la direction du centre dramatique. Cela, c'est l'avenir, nouvelle méthode pour de nouveaux hommes de théâtre, mais les places sont comptées. Alors, les autres, tous les jeunes de province qui veulent apprendre, que peuvent-ils faire? Ils vont au conservatoire de leur ville. Que leur y apprend-on et que deviennent-ils ensuite? Christophe Izard a mené cette enquête en allant filmer 3 jeunes Marseillais après leur sortie du conservatoire. Il n'y a pratiquement pas de comédiens à Marseille pour la seule raison que la ville qui, comme vous le savez, a 1 million d'habitants, ne possède qu'un seul théâtre. I have stood on a mountain above the sea, and I cried for the home that I came. Marseille. Sur la Canebière, il fait chaud. C'est l'été. C'est aussi l'époque des résultats pour les étudiants de toutes disciplines. Conservatoire de Marseille. Concours de comédie classique. Premier prix à l'unanimité avec félicitations du jury, Gérard Camoin. Devine-moi, en cachette. Il semble que cela soit un chat qui vient de prendre une souris. Devine-moi! I had nothing but my heart to tell. Concours de comédie moderne. Premier prix à l'unanimité avec félicitations du jury, Gérard Camoin. Mais qui est-ce qui m'a battu un fou furieux pareil? Oh, c'est moi le 2 premiers prix à l'unanimité, cela devrait quand même faire bonne impression. Il y songe en allant faire ses adieux à Pierre Barbizet, un des plus grands pianistes français, le directeur du Conservatoire de Marseille. Alors qu'est-ce que tu vas faire à Paris? Eh ben, je sais pas. En principe, je vais essayer de présenter le conservatoire. Oh, pourtant. Comme tout élève qui part à Paris. Ne dis pas que tu as un premier prix de Marseille. C'est pas la peine. J'ai toujours dit aux pianistes, c'est comme ça, j'ai toujours dit aux pianistes, là, que tu connais, Pierre Pradé aussi, j'aurais dit, écoutez, ne dites jamais j'ai un premier prix de Marseille, dites rien. Nous commençons des gens, nous commençons des enfants, nous commençons des jeunes gens qui ne savent rien. Nous leur apprenons tout ce qu'on peut leur apprendre. Alors, il y a, n'oublions pas, dans un conservatoire comme Marseille, qui est un peu spécial, car il y a 100 ans que cette maison s'appelle Conservatoire de musique et de déclamation. 2 directions, forcément, la direction amateur, la direction phoniatrie, apprendre aux gens à parler et à bien articuler, qui va dans toutes sortes de domaines. Et puis, direction, alors, vers le professionnel, c'est-à-dire fournir Paris. Lorsqu'un jeune comédien vient me dire qu'est-ce que je dois faire, je veux faire du théâtre, comme je n'ai pas encore les moyens d'avoir une troupe permanente, je lui conseille fortement de monter à Paris. Mais, avec des prix qui ne servent à rien, Paris c'est l'aventure, l'inconnu. Michel Bertrand va tout abandonner, elle est inquiète. Je suis institutrice à Saint-Joseph-Servières. Donc je quitte tout, absolument. Il y a de quoi me faire ça, de quoi me faire peur. Jean-Louis Terrangle, encore débutant, préfère partir à Paris sans attendre ses prix. Il ne supporte plus sa vie d'employé de bureau. Je pense que lorsqu'on est artiste, on se dit, bon, ben, la dernière des choses que je ferais, c'est rentrer dans un bureau. Je ferais n'importe quoi. On ira même me dire, je préfère mourir que rentrer dans un bureau. On se finit de Paris, peut-être fausse, je n'en sais rien, mais en tout cas effrayante, une image très effrayante de Paris. Tu comptes pas te faire muter, par exemple, à Paris? Et si je me fais muter à Paris, j'ai pas le temps de chercher pour me faire engager à droite ou à gauche. Il va falloir que je travaille, je serai libre que le soir. Qu'est-ce que tu veux que je cherche? Il faudrait, d'accord, mais alors, une année entière, tu peux aller dans un cours privé le soir. Et tu peux travailler, comme ça tu as de l'argent pendant... Eh oui, et je perdrai un an de plus. Premièrement, si j'ai pas le temps, puisque je suis perdre, déjà assez c'est pas dit âgée. perdre, c'est pas dit perdre. Non, mais enfin, à mon âge, j'ai plus le temps, quoi. Mais alors là, tu pars sur tes économies.
Et j'en ai pas. J'en ai pas. T'as des économies? J'en ai pas. Je sais pas, mais enfin, tu comptes rien faire. Ben non, je sais pas que je compte rien faire. Je vais faire la vaisselle, je vais garder les enfants, je vais faire ce qu'on me laissera faire. Travail à mi-temps, quoi. I had nothing but my heart to tell me when. Pour eux, comme pour 200 jeunes qui vont converger sur la capitale, leur drame, ce sont des prix inutiles. Les conservatoires de province, Pierre Barbizet le reconnaît lui-même, sont des maternelles. À Marseille, Irène Lamberton et Claude Lehmann n'ont ni le temps ni les moyens de former de vrais comédiens. Prends bien ton air directeur, tu es pas assez directeur, auteur, c'est un auteur-directeur, il cumule, tu te rends compte? Il est à la fois auteur et directeur, c'est pas n'importe quoi. Bah, tu comprends? Prends bien le ton de l'auteur, surtout les auteurs. Et les directeurs, tu cumules, mon vieux, c'est très important ça. Mademoiselle, tu comprends? Avant, nous avions une école avec un enseignement régulier et nous nous sommes vite aperçus que si nous avions beaucoup d'élèves, nous n'avions pas de professeurs, que les gens intéressants n'acceptaient pas de venir à demeure sur place enseigner. Gérard Camoin a de grandes chances d'entrer au Conservatoire de Paris, ou alors de trouver du travail comme comédien. Mais la plupart des autres, trompés par un prix trop aisément acquis, n'ont aucune chance de réussir. Il y a quand même eu un certain nombre de premiers prix cette année, et on a l'impression qu'il y a eu quelques premiers prix décernés par gentillesse ou presque par faiblesse. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur, justement, d'envoyer des jeunes à Paris avec tous les risques que ça représente, alors qu'ils ne sont pas prêts, et que finalement vous le savez qu'ils ne sont pas prêts, et qu'ils vont se casser la figure en arrivant là-bas? Bon, qu'est-ce que vous en savez qu'ils ne sont pas prêts? Et même, enfin, vous n'êtes pas d'accord, hein. J'ai vu des élèves qui étaient doués ici, avoir des premiers prix, et puis rentrer à Paris comme dans un moulin. Alors c'est pas si mauvais les premiers prix qu'on donne ici. Pas forcément mauvais. Vous croyez qu'on fait un cadeau, vous? On dit voilà, la petite elle a eu un deuxième prix, le matin elle va avoir un premier. Ça peut arriver, mais c'est aussi arrivé à Paris. Pauvre gosse. On lui donne un petit bout de carton, là, un premier prix. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'on lui donne, après, il peut être clochard. Alors, au moins qu'il ait ce carton. Non. Ah. Ce petit bout de carton est pourtant le sésame qui, en impressionnant les parents, ouvre pour beaucoup la route de Paris et de l'aventure. Mais je suis très content que tu aies été pris. Maintenant, ça pose un problème que vas-tu faire? Ben, Paris. Tu pars avec rien de concret, tu pars avec, je sais pas moi. Mais je peux faire n'importe quoi. Avec tes illusions, tu pars, c'est tout. Pour tous, les illusions sont le plus grand bagage. Mais, pour certains, choisir le théâtre, c'est presque rompre avec sa famille. Pour mes parents, le milieu de comédien, c'est un milieu pourri, un milieu de putain. I have stood on a mountain above the sea and I cried. Hausse des pétroles, nous allons voir tout de suite le cours de la Française des pétroles. En effet, 242 francs aujourd'hui, et même 243 francs 40 contre 236,50 et un cours de 150 francs il y a seulement 3 mois. Ceci s'explique par les découvertes, les prospections en mer du Nord. On attend précisément pour aujourd'hui un communiqué d'El Ferrap sur le gisement de Frigg. Il semble que la découverte soit une découverte de gaz et non pas de pétrole, mais le communiqué officiel nous le dira. Et sur le standard, les pétroles d'Aquitaine également ont été très fermes. Et l'autre mouvement est celui des mines d'or. Voici du reste des hausses dans ce secteur, au Canada, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, en liaison avec la hausse du métal jaune. Il y a eu donc un mouvement sur ces valeurs aurifères. L'azote, pour terminer, 1000 francs, 1002 contre 988, donc c'est un cours en hausse. D'une façon générale, les valeurs françaises aujourd'hui étaient quand même beaucoup mieux disposées. Je pense que la fin de semaine sera bien meilleure. Jean Lanzy, je vous passe le relais.
Vous me le passez pour que je le rende au chef d'antenne, car Télémidi est terminé. Bon après-midi.